Allez, bonjour à tous. Je suis désolé, j'avais mon micro qui était coupé. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, bienvenue dans l'atelier de la performance. Donc, un produit 100% immobilier et 100% mindset. Alors aujourd'hui, pour l'instant, vous me voyez tout seul, mais vous le savez, je ne suis pas tout seul. Il y a du monde qui nous attend. Et pour ça, je ne vais pas trop faire traîner le mystère. J'ai deux personnes qui sont des gens de très grande qualité immobilière qui vont nous rejoindre dans ce live. En tout cas, je vous remercie d'être avec nous. Si vous êtes là, vous êtes vraiment au bon endroit. On va apprendre des choses, on va apprendre du mindset, on va apprendre comment aller chercher la performance. Et puis, on va rebondir sur la vidéo qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Alors, je vous préviens avant toute chose parce qu'aujourd'hui, on a une coupure d'électricité dans le bâtiment qui risque d'arriver à tout moment. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez la lumière s'éteindre, la télé s'éteindre. On a prévu notre backstage. Donc là, je suis sur mon ordinateur portable et je peux gérer l'émission si vous voyez tout s'éteindre derrière moi. Voilà. Merci Enedis qui nous fait une coupure au parfait moment. Bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on reçoit, pour voir les moments forts un peu du premier épisode de l'Atome de la performance, on reçoit Benoît Maton qui va nous faire le plaisir d'être avec nous pour ce live de façon à pouvoir débriefer à chaud sur cette vidéo qui a été faite. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires. Je pense que, voilà, hâte d'en apprendre, amigo. Donc, n'hésitez pas. Alors, je suis désolé, oui, il faut que je regarde la caméra. J'ai mon équipe qui me dit qu'il faut que je regarde la caméra. Parce que, comme je vous le disais, j'ai deux écrans. Alors, on va recevoir Benoît Maton dans un face-à-face. Il va répondre à toutes vos questions et à toutes vos remarques. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est véritablement là pour ça. Et pour conclure avec un peu de légèreté, je vous proposerai une petite séquence backstage, de façon à revivre l'événement et de façon à voir comment s'est passée la rencontre avec Benoît et puis comment s'est placé le plateau de tournage, quel matériel a été utilisé et tout ce qui s'ensuit. Alors, et nous allons recevoir aussi en deuxième partie, vous l'avez vu, un ami d'enfance, un grand professionnel de l'immobilier. C'est un performeur qui est expatrié. C'est pas compliqué, il habitait la maison juste à côté de chez moi. Donc, vous rencontrerez Jérémy Noël, qui est un performeur, qui est aujourd'hui à Los Angeles, président fondateur de Windwater Real Estate, un groupe immobilier basé sur la côte ouest des États-Unis. Avec lui, on parlera des performances, la notion de performance à travers les deux pays. Et on va vérifier surtout s'il s'est bien réveillé, parce que pour nous, il est 15h09, mais pour lui, je crois qu'il est 5h du matin. Donc, il nous fait un cadeau immense, celui de se lever, mais il nous fait surtout le cadeau d'être en forme à 5h du matin pour lui. Donc, croyez-moi, ça, c'est une véritable performance. Alors, je ne sais pas, j'ai l'équipe qui m'a mis des sous-titres. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas, s'il peut me les retirer, c'est très bien. Alors, j'en ai deux qui sont en backstage, là, qui sont un peu stressés. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, mettez-les à l'aise, rassurez-les. Tout se passe bien. On est entre amis de l'immobilier et on est là pour passer un bon moment. Donc, j'ai Manel et Anthony qui travaillent sur ce programme un peu comme des acharnés et qui se mettent un peu la pression. Bon, alors, sans attendre, je vous propose qu'on reçoive notre premier invité. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. C'est parti, les backstage. Alors, salut Benoît. Salut Seb, comment tu vas? Bonjour tout le monde. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis content de te recevoir. Je suis content d'être avec toi. Merci encore. On se quitte plus là depuis 2 semaines. Ouais, écoute, je pense que c'est pour la performance, c'est pour l'amitié entre réseaux. Et moi, je suis assez content d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'on te présente encore, Benoît? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce qu'on te présente encore aujourd'hui? Oh, je pense pas, non, c'est bon. Je pense que je saoule tout le monde. Et je sais que c'est ta grande inquiétude aussi. Je sais que tu ne veux pas paraître pour quelqu'un d'envahissant, mais tu es très légitime quand tu es avec nous. Et on avait passé un très bon moment. Je suis plutôt discret, ouais. Je suis pas, mais bon, ouais. Alors, on voit quelque chose derrière toi, on va parler de ça, mais moi, je vais te resituer un petit peu. Tu es mandataire indépendant du réseau Safety, un très beau réseau. Tu as réalisé une performance incroyable. Je le répète, une performance incroyable qui est juste derrière toi. C'est d'avoir été une fois de plus l'agent numéro 1 du réseau Safety. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est ton chiffre d'affaires. 726 000 € de chiffre d'affaires en production individuelle. Ouais, exactement. Donc, écoute, bravo, félicitations. Oui, merci encore. Ouais. Du coup, ouais.
Et tu n'as pas trop de temps en plus, tu t'en sors bien. Hein? Oui. Après, voilà, c'est la constance qui est le plus difficile dans ce métier, quoi. La performance, c'est intéressant une année, mais le plus difficile pour moi, c'est l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas vraiment un sprint. Donc, il y a des résultats qui s'obtiennent avec l'entraînement. Mais après, c'est clair que c'est la régularité et maintenir une performance sur au moins 10 ans, c'est compliqué, quoi. Donc, ça demande faut s'accrocher, quoi, on va dire. Bon, écoute, on va revenir justement là-dessus. Est-ce que tu as eu des bons retours par rapport à ta prestation, par rapport à la vidéo qu'on a fait ensemble? Est-ce que toi, tu as eu des bons retours? Est-ce que les gens t'ont trouvé au top niveau, quoi? Alors, moi, c'est ma femme et ma mère. C'est les deux déjà. Donc, si déjà, elle, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais elles ont adoré. Donc, j'ai eu des très bons retours. Mes proches, mes amis, ma famille. Donc, non, la vidéo a plu. Et puis visiblement, j'ai donné une image qui était assez semblable à la personne que je suis quand on me connaît au quotidien, quoi. Donc, moi, ça me va. Ouais. Bah, écoute, c'est ça. Je sais que c'est un peu ton côté authentique et tu as toujours répété, je veux vraiment rester authentique, je veux pas surfaire les choses et c'est pour ça que je t'apprécie aussi beaucoup. On peut être un performeur et bien sûr conserver ses valeurs. Alors, on a Justin qui nous dit bonjour, Justin Froli. Ouais, je connais. Salut Justin, ouais, je connais. Ouais. Donc, on a un ami commun. On a un très bon ami commun. Avec Justin? Ouais. Eh ben, Justin, donc Keller Williams, un réseau ami. Donc, Justin, que j'apprécie beaucoup. On a encore eu la chance d'échanger au téléphone il n'y a pas très longtemps. Donc, bonjour. Et puis, on voit Christophe aussi, Christophe Al-Youssef, l'homme au béret. Donc, on te salue, Christophe. Voilà. Ben voilà, l'homme au béret, regardez sa photo. Il a un béret. Voilà. Donc, Christophe, que j'ai rencontré sur une émission immobilière. Tu le connais, toi, Christophe? Non, je ne connais pas. Non, je connais pas. Eh ben, écoute, il faut absolument que je vous présente, les gars. Ouais, je vais regarder son profil après, ouais, avec plaisir. Ouais. L'homme au béret, Christophe, l'homme au béret, Century 21 à Sèvres. Voilà. Donc, alors, on commence. Tu as évoqué avec moi ta vision de la performance. Alors, j'ai une équipe qui m'a mis des notes dans tous les sens. Je vous avoue que je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de notes. J'ai des notes partout. L'avantage, c'est que j'en ai aucune. De notes. Toi, tu n'as pas de notes, mais toi, tu vas te laisser guider surtout. Eh oui. Mais l'équipe a tout préparé. Alors, tu as évoqué avec moi ta vision de la performance. Ouais. Chacun sa perception de la performance, ça c'est important. On a présenté une vidéo où tu expliquais avec des mots forts qu'il fallait se condamner à réussir. Je te propose qu'on regarde de nouveau l'extrait et puis après on revient là-dessus. Allez, vas-y. Ok. Très dangereux d'avoir un plan B parce que vous vous ôtez la chance de vraiment réussir. Et la raison, l'une des principales raisons pour laquelle les gens veulent avoir un plan B est qu'ils ont peur d'échouer et se disent « Si j'échoue, je n'ai plus ma chance autre part. » C'est ça. Tu es d'accord avec ça? Il faut se condamner à réussir, ce que je disais tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec ça. Et quand je suis rentré dans l'immobilier, il n'y avait pas de plan B. Pas de plan B? Pas de sortie de secours? J'en avais pas, moi en tout cas. C'est vrai que j'en avais condamné pas. À réussir. Ouais. Il n'y a pas le choix. Quand on veut être dans la performance... Ça doit marcher, ça ne peut pas être autrement. Bon, toujours d'accord avec ça? Oui. Après, c'est au démarrage, ça. Donc, on est dans un... ça va parler aux conseillers qui se lancent dans la profession et qui sont peut-être en première ou deuxième année. Maintenant, moi, ça me parle moins parce que ça fait bientôt 10 ans que je fais cette activité-là. Donc, maintenant, j'ai la chance de réussir sans avoir à me condamner. Mais au début, voilà, bien sûr, c'est important. Il faut être motivé, il faut avoir un gros mindset et se dire que de toute façon, on ne peut pas faire marche arrière. Et si des erreurs sont commises, eh ben, il faut savoir, comment dire, il faut avoir le recul nécessaire sur soi, analyser ses faiblesses et remonter la pente parce que des échecs, il y en aura forcément, ça c'est sûr. Ouais, et tu l'as bien expliqué dans la vidéo d'ailleurs. S'il y en a certains qui nous regardent, qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite vraiment à la regarder de nouveau parce que tu donnais vraiment de ce mindset où voilà, on voit en bas là, se condamner à réussir. Je le répète, tes parents t'ont mis un peu dans une voie qui était l'hôtellerie. Ouais. Et puis un jour, tu leur as dit stop, j'arrête tout, je vais dans l'immobilier. Waouh, je vais décevoir mes parents, il y a quelque chose qui va les décevoir chez moi. Ils ont investi, il y a eu des études, il y a eu beaucoup d'implications. Et puis du jour au lendemain, tu dis que tu fais de l'immobilier, un métier qui sort de nulle part pour eux, en fait.
Bon, c'est un peu culotté. Donc, ça, c'était ton gros mindset, condamné à réussir. Ouais, bah ouais. Après, j'avais un pote qui avait fait ça et qui avait quitté l'hôtellerie. Enfin, lui, il était chef de partie en cuisine, donc c'est encore plus improbable le transfert. Mais quand je l'ai vu passer en immobilier en Suisse, en fait, et qu'il m'a dit, mais t'es fou, toi, t'es commercial en séminaire, parce que moi, je bossais à Hilton, à Londres. Tu fais ça, mais tu as des super chiffres déjà dans ton taf, mais t'inquiète, immobilier, il faut juste qu'on t'apprenne la partie juridique, technique, etc. Mais la fibre commerciale, tu l'as, tu t'entends trop bien avec les gens, ça va le faire. Donc après, voilà, boum, je suis parti sur ça. Et ça a bien fonctionné après, voilà, ouais. Ouais, j'ai mon équipe qui me demande de recentrer ma cam. Ça va pas? Je suis un mauvais élève. Ah. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon l'équipe là? Vous me dites? Hop. Bon, c'est du 100% live. Hein. Bon, Benoît, on va regarder un autre deuxième extrait qu'on a préparé de toi et ensuite tu réagiras de nouveau dessus. Celui-là, il est sympa, c'est mon préféré des deux. Vas-y, ouais. Il faut compter sur soi-même pour réussir, il ne faut pas compter sur les autres. Et je suis complètement dans ce schéma, quoi. J'attends pas après mes parents pour avoir quoi que ce soit. Et dans la vie, je compte pas sur mes amis ou les autres, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Tu trouves normal que ça fasse un peu réagir les gens, ça, par exemple? Ça a fait réagir autour de moi. Faut compter sur les autres. Il faut faire attention à la dissociation qu'on peut faire entre travailler en équipe et avoir une synergie avec son équipe. Mais par contre, quand on est face à soi-même pour faire un job, on est face à soi-même. Donc, il faut compter sur personne. Soit on est bon, soit on n'est pas bon. Après, moi, c'est ma vision des choses. Mais je ne sais pas sur quoi ça peut faire réagir. Mais on a toujours besoin des autres. On fait un travail individuel, mais qui se pratique en équipe. Je sais qu'en ce moment, tu m'arrêtes si je me trompe, tu es en train justement de construire une très belle équipe avec des sacrés professionnels. C'est un peu, c'est une grosse dépense d'énergie pour toi en ce moment. En ce moment, ouais. Le travail en équipe, c'est quelque chose de passionnant. Ça prend beaucoup d'énergie, mais à un moment, quand on veut réussir, il faut pouvoir compter que sur soi, en effet. Mais à un moment, on a aussi besoin de partager. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On a besoin d'être dans le partage au bout d'un moment. Oui, on a besoin d'être dans le partage. Après, on est sur un travail, nous, les mandataires, qui est un travail assez individualiste, même si on travaille, on peut dire on travaille en équipe, mais c'est un travail assez individualiste. Donc, quelque part, on peut partager ses résultats, ça peut faire plaisir aux copains, etc., mais ça peut susciter des jalousies avec d'autres aussi. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et moi qui essaie de monter une équipe, ce qui est intéressant, c'est de les amener soit là où j'en suis si c'est ce qu'ils veulent, mais c'est plutôt de les amener là où eux le souhaitent par rapport au curseur qu'ils auront décidé d'eux-mêmes. La liberté et l'argent ne fait pas tout déjà dans le métier. Après, c'est la liberté et où on veut mettre le curseur. Donc voilà, le montage d'équipe est super enrichissant. On peut mettre des compétences en commun sur des personnes qui ne sont pas équilibrées sur tous les points. Et voilà, moi dans mon groupe, j'ai des gens qui sont meilleurs que moi sur certains points et je compense avec certaines choses où eux sont peut-être plus en demande et moi j'ai plus ces compétences-là. Donc voilà, après, c'est vrai que moi je me suis souvent, j'ai souvent entendu ensemble on va plus loin que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc ça fait 9 ans que j'étais un petit peu en mode solo. Maintenant, je commence à le faire un peu en mode équipe. C'est intéressant. Après, chacun a son parcours. Vous savez, moi je suis fils unique. J'ai toujours grandi seul, j'ai été élevé seul. Ça peut avoir ses points faibles et dans la vie, mais j'ai toujours su compter que sur moi-même et ça m'évite des grandes déceptions. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Alors, maintenant, on va faire une petite fois aux questions. Donc, il y a la possibilité de laisser des commentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas, posez-nous des questions et on va réagir ensemble dessus si ça te va, Benoît. Et c'est le moment où... Moi, je ne lirai pas très très bien parce que je suis sur mon smartphone, donc tu sais, en mode selfie. Mais je te les lirai, je vais te les lire. Tu les lis, ouais, si tu peux, merci. Alors, j'ai déjà Muriel et on invite les autres à venir nous poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas. C'est de la libre antenne. Alors, cela peut paraître une contradiction, mais une certaine liberté individuelle n'exclut pas le travail d'équipe. C'est ce que tu vis en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça n'empêche pas le travail d'équipe. Voilà. Je pense que Muriel est chez nous, ça. Je crois que c'est une collègue de Safety, il me semble. Muriel. Ouais, il me semble. De nom, ça me dit quelque chose. Mais voilà, oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Okay. C'est-à-dire que moi, les mandats sont ouverts. On peut venir, moi qui suis indépendant,
si quelqu'un a un accord pour mes mandats, on peut très bien faire des visites. Et si de l'autre côté, j'ai des accords pour un autre collègue, bah, soit il m'ouvre, soit il ne m'ouvre pas. Mais c'est les règles en tout cas. Chez nous, il n'y a pas d'obligation, on fait ce qu'on veut. On travaille en équipe ou on travaille seul, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Écoute, c'est bien dit ça, hein, c'est joli. Benoît, on a Thomas là alors Thomas qui est dans mon réseau qui dit le plus dur c'est de durer dans ce métier. C'est ce que tu disais justement tout à l'heure. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier, tu nous le rappelles? Bah là, je vais sur ma 10e année au mois de décembre, donc 9, ouais. Ouais, 9 ans chez Safety aussi. Tu as été partie des premiers. Ouais, bah, ça fait 8 ans que je suis dans le top 5. Mais tu vois, cette année, je ne serai pas premier, quoi. J'avais besoin de me reposer et l'année dernière était fatigante. Donc, puis vu que je fais un développement d'équipe à côté, si tu veux, je ne peux pas être partout à la fois. Donc, l'idée après, c'est de me structurer l'année prochaine un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est des choix que je fais. Puis il y a ma famille, j'ai aussi une fille de 1 an et demi. C'est ce que j'allais dire. J'adore passer du temps et c'est mon plaisir. Donc voilà, je suis un peu moins boulot et plus ma fille et câlin, quoi. Eh ben, écoute, et ça, c'est un si beau métier qu'on fait. Et c'est quelque chose qui nous a rapprochés aussi. C'est que, voilà, on est tous les deux des jeunes papas, même si moi j'ai une plus grande. Hein, mais ça fait, voilà, ça change un homme d'avoir des enfants, un homme et une femme. Hein, ça change. Et on ne peut pas être partout en même temps. Donc, réussir à maintenir un niveau d'activité déjà comme tu le fais, c'est déjà un record. C'est déjà une performance extraordinaire pour moi. Parce que c'est bien. Quand on le disait tous les deux, c'est la performance, ok, mais pas au détriment de l'équilibre familial. Ah non, mais ça, c'est sûr. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais toi, tu fais tes chiffres, tu n'as pas de vie, tu bosses 7 jours sur 7, tu ne prends pas de vacances. Moi, pour faire 726 000 € l'année dernière, j'ai pris 2 mois de vacances. Donc, ce chiffre-là, je l'ai fait sur 10 mois réels. Je pars toujours 1 mois au mois d'août et après, je prends un petit peu des petites semaines un peu dans l'année, mais 4 semaines, voilà. Donc, en gros, moi, j'ai une vie qui est assez équilibrée et je ne me mets pas un stress de malade pour faire ces chiffres, quoi. Ouais. Alors, attends, je vais essayer de bouger ma cam, Benoît, parce que en plus, j'ai mon ordinateur qui vient de s'éteindre. Alors, on est vraiment bien en direct. Hein. Moi, je t'entends bien, je te vois bien. Voilà. Et là, en plus, on va voir. Hop. Donc là, on est dans mon bureau. Hein. On est dans la secret room. C'est une pièce que j'aime pas trop montrer. Mais là, on est dans mon bureau. Ok, c'est mieux comme ça. Notre ami Justin n'était pas venu dans mes bureaux encore. Donc, on t'attend. Hein. On t'attend pour débriefer sur l'atome de la performance, Benoît, dans les bureaux. Ouais. Bah, vas-y. Et à côté, en plus, tu n'as pas d'excuses. Hein. Tu me l'avais dit, tu m'as proposé, ouais. Alors, on a Justin qui nous dit, si tu devais citer, ça c'est intéressant, une seule habitude à retenir pour accéder à la performance. Faut être rigoureux. Faut être rigoureux dans les promesses qu'on délivre à ses clients. Si on dit quelque chose, il faut le faire. Si on dit, je vous remets l'estimation à 18h, c'est pas après. Si on vient à 9h du matin, c'est 9h du matin. Enfin, voilà, il faut un peu être à l'allemande sur ça. Mais la performance, c'est vraiment… La rigueur est importante. Mais une seule habitude, après… ouais, c'est ça. C'est vraiment… C'est la rigueur pour être dans la performance. Parce que forcément, ce qui pêche beaucoup de professionnels, c'est le manque de rigueur et un peu le laxisme, le laisser aller, quoi. Donc, bon. Ouais. Quand je sais… Je dis, je m'engage, je donne des rendez-vous et je tiens ces engagements. Par contre, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est même rassurant. Alors, on a Christophe, l'homme au béret, qui nous dit quelle est ta principale source de rentrée de mandat, Benoît? Est-ce que tu prospectes toujours? Allez, fais-les rêver. Non, je prospecte. Ah, je ne devrais pas dire ça. Putain, en plus, c'est enregistré. Je prospecte plus, mais… non, je prospecte plus vraiment depuis 2 ans. Ma principale source de rentrée de maintenant, c'est mon relationnel. Et je fais un petit peu de prescripteur aussi. Donc, j'ai quelques apporteurs d'affaires. Mais vraiment, ouais, c'est plutôt le bouche à oreille, quoi. Au bout de 9 ans sur mon secteur, pas mal de monde me connaissent. Les gens te connaissent. Tu utilises très bien tes réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. C'est important. Ouais, j'ai pas mal de mandats sur Insta, Facebook, tout ça. Donc, mes réseaux sociaux, ça marche bien aussi, ouais. Mais ça, c'est de la prospection digitale. On va pas revenir sur des formations métiers que je pense que tous ceux qui nous regardent peuvent avoir aussi. On va citer nos amis de conseillers influents qui ont une très bonne formation. J'adore. On salue Cédric. Donc, bon, voilà. Alors, attendez, j'ai mon équipe qui me met un petit message. J'ai peut-être encore fait quelque chose de pas bien. Alors, vous savez, moi, je suis assez discipliné. Hein, donc, mais toi, Benoît, tout va bien. Hein.
Moi, ça va, Franchement, ça ne me dit pas, écoute, tranquille. non, c'est bon. Ils me disent qu'on est top, tu vois. Ils me disent qu'on est Ok. top. Bon, tant mieux. Bon, on a une question de Thomas encore. Quel est le bien le plus cher que tu aies vendu? C'est un appart à Neuilly il y a 2 ans. Je crois que c'était 2 millions d'euros. 100 000 euros d'honoraires, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était ça. Même plus, 2,5 millions, pardon. Ouais, 2 500 000, ouais. Mais Ok. les ventes à plus de 2 millions, je sais que celle-là, après, c'est souvent des ventes à plus d'1 million, 1,5 million. J'en ai quelques-unes. Après, moi, mon panier moyen ici, c'est entre 500 et 1 million, quoi. C'est vraiment ce que je vends le plus. Ok, beau panier moyen. Très bien. Ouais, c'est annuaire. Après, c'est une scène, quoi. Donc, le chiffre est forcément impacté par le secteur et pour le nombre de ventes que je fais, voilà, si j'étais peut-être pas sur ce secteur-là, j'aurais pas ces résultats-là. Mais en même temps, le marché est très compliqué en Île-de-France et pour les mandataires, voilà, on est peu en Île-de-France à avoir ces résultats-là en toute humilité, quoi. Allez, dernière question. On prend celle de Muriel. Petite question. Benoît, si tu te projettes dans 5 ans, comment tu t'imagines? Ah, intéressant. Ah, Allez. je la lis, ouais, elle est pas mal, ouais. Dans 5 ans, je ne sais pas si j'aurai ce niveau de production-là, mais vu que je suis en train de faire un petit développement d'équipe, ça me dit bien d'animer mes équipes, de les amener à la performance. Et tu sais, c'est comme au foot, quoi. Tu as un âge où tu te mets à la retraite et après tu deviens coach et tu prends des équipes. Donc, j'aime bien cette idée de se dire, j'arrive à 37, 38 ans, tu vois, c'est le moment de raccrocher les crampons. Voilà, je suis encore content de vendre parce que j'aime bien le terrain, mais en tout cas, dans 5 ans, je me vois là. Après, peut-être que je serai aussi ailleurs, dans une autre structure ou faire autre chose à côté. Je suis marié à aucun réseau, même si j'adore mon réseau, je suis très bien là où je suis et je pourrais y rester 10 ans, 15 ans, non, j'en sais rien. Mais Un très beau réseau, pour le Safety. moment, en tout cas, je prends plaisir à développer une équipe avec Safety et de plus en plus de monde me rejoint de compétences, donc ça me touche et ça, voilà, je suis content en tout cas à l'instant T. Eh ben, tu es un bon ambassadeur du réseau Safety en tout cas. Voilà. Allez, dernière question. On a Tony. Tiens, Tony, bonjour Tony. Je salue Tony qui était chez WeLodge et qui en est reparti. C'est bien dommage d'ailleurs. Alors, Tony, comment expliques-tu que ton chiffre d'affaires soit supérieur à des agences composées de plusieurs conseillers dans ta zone? Alors, franchement, ça, je ne sais pas du tout parce que déjà, je ne sais pas quel est le chiffre moyen d'une agence dans ma zone, vu que je parle à quelques confrères, mais pas tant que ça. Après, je ne sais pas. Je gère sûrement plus de mandats. J'ai plus de facilité à obtenir des biens que eux et du coup, je fais plus de chiffres qu'eux. Mais moi, je travaille qu'en exclusivité, donc 100% de mes ventes sont en exclu depuis 2 ans et pourtant, je peux laisser des mandats à la concurrence s'ils ne souhaitent pas travailler en exclusivité avec moi. Mais maintenant, je ne peux pas trop t'expliquer, quoi. C'est plusieurs qualités, sûrement personnelles, et il n'y a peut-être pas forcément que les compétences. J'estime avoir assez d'empathie, d'être plutôt tranquille, humble. Et puis, en même temps, je sais affirmer aussi mon autorité et mes performances. Donc, je ne me cache pas de mes résultats. Et quand j'arrive en rendez-vous, ils savent bien sûr mon CV, quoi. Je ne m'en cache pas. Donc, Ouais. ça fait le la syndrome de l'imposteur, toi. Ouais, voilà. Ouais, largement. Ok. Bon, écoute, on a Voilà. eu pas mal de questions. C'est bien. On a un autre cap à passer ensemble. Bah oui, avec Ouais. plaisir. Donc, je te propose qu'on débranche un petit peu quelques minutes. Et Ouais. on va revenir sur les backstage du tournage. Ça te Ok. dit qu'on aille voir quelques petites photos de notre tournage, tous les deux? Ouais, ouais, vas-y. Il n'y a rien T'inquiète pas, de douteux, de toute façon. t'inquiète pas, s'il y en a un qui va être ridicule, tu vas voir, c'est moi, c'est pas toi. Allez, backstage, Non. allez l'équipe. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, les backstage, l'équipe. Ah, Bon, Ah. je sais pas, je crois que tu leur as fait peur. Ils se sont Ça dit part non, on va pas mettre les backstage. Bon, sinon, c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Ah, voilà, allez-y l'équipe, mettez les backstage. Depuis la diffusion de l'épisode, voilà, allez, vas-y, go. Donc ça, c'est l'endroit où tu m'as rejoint. On était à Saint-Cloud, Ouais. une péniche qui était superbe d'ailleurs, qui bougeait un peu, mais qui était assez sympa. Je ne sais pas si vous avez d'autres photos, l'équipe. Donc ça, plateau de fin, belle terrasse. Il faisait beau, on était bien ce jour-là. Hein. Ouais, Si ça vous a avez d'autres photos, l'équipe. Alors attendez, parce que là, ils me disent, ah non, en fait, boss, vous avez tué le programme. Donc, j'aurais tué le programme. Je crois que j'ai mis les.
Ouais, je crois que j'ai tué le programme là. Je crois que j'ai mis les photos un peu trop tôt. Ouais, ça les intéresse pas de nous voir, les gens, là. Ça, c'est rien. T'es beau, attends, t'es beau. Ça les intéresse si on se fout à l'eau, ouais, là, peut-être, mais on sait qu'il n'y a pas ça. Attends, ils me disent, attends, on est en PLS là. Bon, alors, attends. Allez, remettez-nous bon en plein écran. On va reprendre le contrôle de l'émission. Montrez la vidéo, je prends la bouée et on va dans l'eau. Bah écoute, je crois qu'il y a ça d'ailleurs. Bon. Alors, on va revenir un peu ensemble sur l'origine de la DLP, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, mais c'est quoi ce programme? D'où ça sort? C'est quoi le but? Les gens avaient un petit peu de mal à comprendre. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas véritablement de programme dans l'immobilier qui permettait aux gens de pouvoir prendre la parole, hormis Secret de Pige de Alexandre Cordani, qui le fait aussi de temps en temps. J'ai voulu créer un programme de façon à pouvoir réunir des performeurs. On a des super invités sur les prochaines émissions. Toi, tu les connais. Tu confirmes que c'est des invités de qualité? Ouais, j'adore, j'ai hâte de voir, ouais, carrément. Ouais, des belles je suis émissions. Même à côté d'eux, donc. Non, t'es trop humble. Donc voilà, on a choisi véritablement des lieux à chaque fois, des lieux qui étaient différents, invités par invité. Toi, on s'est rendu sur une péniche ensemble. Donc ça, c'est la photo qu'il fallait qu'ils puissent montrer. Je leur ai cramé leur truc, c'est pas grave. Voilà. Normalement, ça devait se passer comme ça. Donc voilà, un lieu, un invité. On va faire un petit spoiler. On s'est rendu à Nice et on a eu un endroit tout simplement extraordinaire. D'ailleurs, on le voyait dans la bande-annonce, mais c'était à Nice. Et à chaque lieu, un invité, chaque lieu, un lieu emblématique de la région. Alors, on va revenir un petit peu sur le tournage aussi et ta réaction quand tu as découvert les lieux. Je crois que l'équipe a préparé une vidéo là-dessus. Le set de tournage. Vous avez une vidéo là-dessus? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Ah ouais, ouh, sympa. C'est très très beau, ouais. Bon, t'as pas forcé en plus. Hein. Ouais, non. Là, c'est cool, c'est original. C'est un lieu atypique. Ouais. Ce qui t'avait surpris, c'était un peu le set de tournage aussi. Tu t'attendais peut-être à quelque chose un peu moins. Ah, on a perdu Benoît. Ouais, non, c'est bon, pardon. Ouais. Set de tournage, oui, ça va parce que j'avais déjà fait Chasseur d'appart sur M6 en 2016. J'avais fait quelques trucs, mais non, c'est sympa. Ça fait toujours bizarre de se replonger dans ce type de set. Donc, ouais. Mais c'est super. Le lieu était chouette. Bah écoute, on a voulu aussi avoir une liste d'invités vraiment sélectionnée. Donc, tu as fait partie de cette liste d'invités qu'on voulait vraiment très réduite. Moi, je suis venu vers toi parce que tu avais ce souci de la performance, mais aussi ce souci du partage. C'est pour ça que tu étais avec toi. C'est pour ça que tu étais avec nous. Tu as découvert l'équipe, tu as découvert toute l'équipe. On a un responsable de production, chargé de communication. Ouais, tu as une équipe vraiment super et merci pour le taf, les gars. Franchement, vous avez déchiré. Ouais, c'est vrai, parce que là, ils sont. Des beaux souvenirs, quoi. Pas des beaux souvenirs. Les supprimez pas de YouTube, ces vidéos. Non, t'inquiète pas. Ils vont rester. Donc, l'équipe en question, je fais un peu de publicité pour ma société aussi, c'est Prodzilla. C'est une société de production que j'ai montée, société de production qui fait aussi bien des vidéos externes que des vidéos en interne pour moi. C'est la société qui me prépare toutes mes vidéos et qui travaille aussi. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, la société Prodzilla, le staff, une partie du staff est sur une vidéo avec une Rolls, une compagnie de Rolls-Royce. Et puis, on sera demain et après-demain, on sera pour une société de bateaux. On a été contacté aussi pour des hôtels. Donc, voilà. Bon, merci à l'équipe. On a misé sur l'originalité. On a misé sur l'originalité de la péniche. Juste avant que tu arrives, petite anecdote, tu ne l'as pas vu, mais juste avant que tu arrives, il y a une grosse péniche qui passe et tout a valdangué là-dedans. On a les quatre complètement de travers, mais ça va, on s'en est bien sorti. Écoute, Benoît, est-ce que tu as quelque chose que tu… Ah voilà, les diapos. Attends, tu es quand même particulièrement beau gosse, Benoît. Oh non, arrête, je déteste, j'ai les cheveux courts, je sortais du coiffeur, c'est horrible. Mais bon. Non, t'es quand même particulièrement… Ah bah voilà, celle-là, elle est marrante de vidéo, voilà, de photos. Voilà. Bah alors celle-là, elle a valu un fou rire à mon équipe. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut la diffuser? J'ai dit oui, il n'y a pas de… Je me suis retrouvé dans des situations bien pires que ça. Hein. Voilà. Bon, non, mais c'était cool, franchement, non. Ça résume bien l'ambiance. Ça résume bien… tu vois, l'équipe, ils sont morts de rire là, de pouvoir avoir diffusé cette vidéo. Allez, voilà, c'est bien. Cachez ça, c'est très bien. Ça résume bien l'ambiance, en tout cas, l'ambiance qu'il y a eu lors de ce tournage. On a encore des tournages à venir. Il y a une saison 2 de l'Atome de la Performance. La saison 1, elle est bouclée. On a pratiquement tout tourné. Ça résume bien l'ambiance, en tout cas. En tout cas, merci de ta sincérité, de t'être prêté à l'exercice. Non, merci. Merci aussi à toi de ta invitation et de me donner la parole. Donc,
Franchement, ouais. Tu Top. le fais si bien, pourquoi s'en priver, hein. Euh, On va terminer avec une question qui n'a pas de prix. Mais tu vas me dire que tout a un prix, non? la question qui n'a pas de prix. Ouais, je sais Ah pas, oui. ils m'ont mis ça comme ça, l'équipe, mais tu as le droit de me dire que ça a un prix, hein, tu me le diras après. Mais quelle est la question? Oui, ouais. Alors, est-ce que tu aurais eu, selon toi, la même carrière dans un autre réseau de mandataires? Pas impossible, mais il aurait fallu voir les outils, mais pas impossible, oui, parce que finalement, ouais, après, les outils, les formations sont importantes, mais ça dépend les réseaux. Je dirais oui, mais ça dépend lesquels. Ok, bon. Allez, Voilà. merci. Merci Benoît, merci. Tant pis. On se revoit très vite. Un vrai Ouais. bon moment. Ça fait Moi, je 30 reste minutes connecté pour écouter notre ami des Ouais. États-Unis. Ouais, il est de bonne heure pour lui, il nous attend en plus. Donc allez, on va aller le retrouver. Merci Benoît, merci. Merci à tous, merci. À plus. Termine bien la journée. Ciao. Toi aussi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, alors, on va quitter Benoît et on va me reprendre moi. Si l'équipe veut bien. Voilà. Non, ils veulent pas te faire partir. OK. Alors, bah tiens, vous voyez un peu ma déco derrière. Hop, c'est très bien. Mr. Welcome, vous le connaissez. Bon, petit aparté. Alors, je voulais annoncer en début d'émission, un deuxième invité va nous rejoindre. Une séquence où on va parler bien sûr d'immobilier, mais sous un autre angle. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on aille parler d'immobilier avec un accent américain, parce que notre invité, c'est Jérémy Noël, c'est un ami d'enfance. Et c'est le président fondateur de Windwater Real Estate, un groupe immobilier qui est basé à Los Angeles, à côté de Los Angeles, aux États-Unis. Allez, vous pouvez balancer le jingle, l'équipe, c'est parti. Monsieur Noël, Jérémy. Ça y est, je te vois. C'est bon? Ouais. Bon, comment vas-tu? Sur la caméra. Ça va, ça va. Ça y est, je suis réveillé maintenant, hein. Merci à toi. Toi, tu m'appelles pour me dire, ah tiens, tu peux faire une petite interview? Ouais, bah pas de problème, je vais faire ça pour toi, Seb. Ouais, bon, bah c'est à 5h30 du matin. Eh ben merci, mon pote. Joyeux lundi à toi aussi, hein. Bon, merci d'être là. Je sais que c'est compliqué. Franchement, tu as allumé la caméra tout à l'heure. Il y a 45 minutes. Il était, je pense que tu t'es réveillé avant 5h du matin. Et ouais, je vois donc, tu n'as pas la même tête que tout à l'heure. Tu es un peu plus réveillé. je suis un peu plus réveillé. Là, ça y est, il commence à faire jour. Donc, le soleil s'est levé là. Donc, ça y est, tu peux voir. Ouais. On commence à avoir du beau temps. Donc, ça va. Ainsi, en Californie, on ne se plaint pas trop. Bon, Los Angeles. Donc, on va reparler justement de tout ça. Avant toute chose, merci de ta présence. Ça me fait plaisir. On partage la même passion tous les deux depuis des années. On va faire un petit focus sur notre rencontre, Jérémy. Ouais. Je suis vraiment désolé. De ce qui va se passer, je suis vraiment désolé. Je m'en doutais que tu allais sortir un dossier. Bon, et l'équipe, ils sont morts de rire. Ah bah. Ils ont creusé, hein, ils ont creusé. En même temps, j'étais déjà beau gosse. Ça va. Donc, bon, allez. Donc, la coupe au bol et tout, ça nous allait bien. Ouais, mais tu as 42 ans, je crois, 42, 43, Jérém. Vas-y, bah balance des chiffres comme ça, toi aussi. Et alors, moi, je suis... Attends, remettez la photo, l'équipe, là. On va quand même dire où on est. Voilà, on va quand même dire où on est. Donc, Jérémy, il est en haut, à droite, à côté de la maîtresse. Donc, il a un pull noir et blanc et un pantalon rouge. Voilà, Jérémy est là. Et moi, je suis juste en dessous. Il y a deux petits garçons, là, parce que j'ai un frère jumeau. En rouge. Jumeaux en rouge. Alors, on avait la même coupe, hein. On avait les mêmes fringues. Merci papa, maman, c'est super chouette. Et il y a ton frère aussi, il est là sur la photo? Non, il n'est pas là. Si je le vois. Par contre, c'est à côté de moi avec le manteau vert, c'est ma mère, c'est pas la maîtresse. La maîtresse est de l'autre côté, ouais. Exactement, il y avait la maîtresse sur la gauche et il y avait la deuxième, ta mère. Et moi, je suis le petit garçon à droite, le petit blanc. Allez, c'est bon. Vous pouvez retirer cette séquence. Entre la bouée et la photo de classe, ils te mettent bien ton équipe. Ouais, mais bon, après, il n'y a pas de souci. Moi, je suis bon client, hein, tu sais. Bon. Alors déjà, pour comprendre qu'on n'est pas sur le même marché, on vient de quitter le numéro 1 des mandataires, Benoît, avec 726 000. Numéro 1, tout marché, enfin, tout réseau confondu, en fait. Hein. Si on devait comparer ce chiffre avec la bulle IMO américaine, ça donne quoi? Les performeurs chez toi? Les plus gros performeurs. Ça n'a rien à voir du tout. On est sur un marché complètement différent.
Nous, le top performer ici aux États-Unis, c'est une femme qui s'appelle Jade, qui habite à Beverly Hills. Elle fait 480 millions de biens vendus par an. Et donc, ça fait un chiffre d'affaires de 23 millions et demi à elle toute seule. C'est une individuelle, ce n'est pas une équipe, ce n'est pas quoi que ce soit. Donc, quand tu commences à faire ça, ça fait quasiment 45 millions par mois en vente de biens immobiliers. Donc, tu te rends un peu compte des chiffres que ça fait. Donc, c'est là où tu vois, on n'est vraiment pas sur le même marché. Son prix moyen de vente à elle, c'est un peu plus de, je crois que c'est 16 millions la maison. Donc, elle travaille avec Jennifer Aniston, avec des gros noms du cinéma, etc., des célébrités. Donc, c'est un autre monde complètement différent. Ok. Dans un marché un peu plus classique, donc le marché où moi je suis ici, donc moi je suis à Newport Beach en fait, donc je suis entre Los Angeles et San Diego, juste entre les deux, 1 heure de chaque côté. Donc c'est un peu la côte d'Azur si tu veux dans notre coin. Donc on est en bord de mer, on a la mer à côté de chez nous. Le prix moyen d'une maison individuelle, là où je suis dans mon département, c'est à peu près 1 250 000. Le prix moyen dans mon rayon d'activité, c'est plutôt 2,8 millions. Donc 2,8 millions, c'est un prix moyen d'une maison en vente pour nous. Donc, tu vois, c'est là où ça change pas mal de choses. Quand Benoît disait que les prix moyens de ses biens, c'était dans les 600, etc. Nous, à 600 000 $, tu trouves peut-être un studio ou un truc comme ça. Et encore, ça va être très difficile à trouver. Donc, vraiment différent. On voit ta prod en dessous qui passe. Donc, la CA transaction 304, en 2021, 380 millions d'euros pour ton équipe. Tu as vendu pour 380 millions d'euros de biens immobiliers. Et toi, tu as vendu pour 26 millions. Donc, ce qui donne un chiffre d'affaires perso déjà au-dessus d'1 million, 1,5 million en prod personnel. Ouais, c'est à peu près 1,3 million en prod personnel. En équipe, donc on a une équipe de 14 maintenant, sachant que mon équipe majoritairement fait des ventes dans le domaine plutôt commercial. Donc moi, j'ai une équipe de 3 où on fait que du résidentiel. Et après, ils sont à peu près 11 où ils font plutôt des ventes industrielles. Donc, ils vendent tout ce qui est bureaux, des centres commerciaux, etc. Donc, c'est pour ça que les chiffres sont tellement gros parce que les nombres de transactions sont plus faibles, mais les chiffres sont énormes. Quand ils font des ventes, là, ils viennent de faire une vente sur un bien immobilier. C'était, je crois que c'était 36 millions de dollars. Donc, tu vois, c'est des choses différentes. Ils vendent des bureaux, ouais. Ok. Ouais, ça chiffre vite les bureaux aussi. C'est un beau marché, d'ailleurs, que je vais développer très bientôt. Est-ce que tu peux retracer… qu'est-ce qu'ils me font l'équipe? Non? Tu peux retracer dans les grandes lignes ton parcours de l'IMO en France? Ouais, bien sûr. C'est un super parcours, j'adore. Bah, moi, en fait, je connais bien l'immobilier. J'en ai fait en France. Donc, j'ai commencé à faire de l'immobilier en France. J'ai fait 4 ans d'immobilier en France, à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Donc, bien sûr, un gros merci. Là où j'ai commencé au cabinet Montaureau, c'est là où j'ai commencé et c'est eux qui m'ont tout appris. Donc, c'est un cabinet qui est en plein centre-ville de Saint-Germain-en-Laye où on m'a appris à faire un petit peu du haut de gamme très rapidement. Et sachant que ça n'a pas été facile du tout. Moi, les 6 premiers mois où j'ai commencé dans l'immobilier, 0 vente. Donc, très dur, gros challenge. Ma première vente est arrivée à peu près 6e, 7e mois, donc un petit appartement de 75 mètres carrés. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je suis vraiment à l'endroit où je devrais être? Moi, à l'époque, je sortais de concession automobile, donc je vendais des voitures chez Toyota. Et faire la transaction, je me suis dit, bon, si on peut vendre des voitures, peut-être qu'on peut vendre quelque chose d'un peu plus cher. On peut vendre des choses en étant en commission, ça va être plus intéressant. Et passer dans le marché immobilier, ça n'a pas été facile. Donc, première année, de toute façon, très dur mentalement, dur physiquement, le challenge se remettre un peu en cause. Et puis après, c'est comme tout, quoi. Si tu prends ton temps, que tu apprends et puis que tu te mets un peu en relation avec les gens qui peuvent te montrer comment faire les choses bien, et tu avances, tu commences à évoluer. Donc, la deuxième année, c'était un petit peu mieux. Et puis, année 3 et 4, là, c'était très bien. Je commençais à faire un petit peu peur aux autres agents à Saint-Germain-en-Laye, donc c'était bien. Et après, une fois que ça commence à marcher, l'idée géniale de se dire, tiens, si on allait habiter aux États-Unis. Donc, justement, c'était la question d'après, ça. Pourquoi être parti aux États-Unis? En fait, moi, j'ai rencontré ma femme en France. Elle est venue en France pour 1 an. On s'est rencontrés et en fait, elle est restée 10 ans.
Donc, au bout de 10 ans, il était temps pour elle de rentrer à la maison. Et moi, je lui avais toujours dit, de toute façon, si on veut partir, pourquoi pas le faire? Ça va être une bonne aventure. J'ai toujours été prêt pour les aventures. Donc voilà, on a paqué tous nos bagages, on a vendu notre appartement, on a vendu nos voitures, on a tout vendu et puis on a dit, allez, on y va. Ouais, bravo. Donc on est arrivé aux États-Unis. Justement, voilà. l'American Dream. C'est un L'American Dream, ah non, c'est du vrai. Hein. De toute façon, ici, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. J'en suis un peu la preuve en image, si tu veux. Moi, je suis parti ici. Donc, je suis arrivé ici en 2012. Donc, ça va faire 10 ans en juillet. Donc, je vais fêter mes 10 ans aux États-Unis en juillet. Je suis arrivé en 2012 sans boulot, un petit peu d'argent sur mon compte, pas de connexion, rien, personne. J'avais à la rigueur 1 ou 2 amis que j'avais rencontrés au fil des années et puis mon beau-frère qui habitait 5-6 pâtés de maison chez nous. Et c'est tout, quoi. Donc, parle de commencer à zéro. J'ai commencé sans rien. Tout le monde ici commençait en ayant des amis, des choses comme ça. Moi, je suis arrivé là sans rien. Donc, la première chose, c'est que l'immobilier est très réglementé ici aux États-Unis. Donc, il faut passer une licence d'État pour pouvoir être agent immobilier. Donc, tu ne peux pas t'affilier à un réseau ou quoi que ce soit. Il faut que tu passes ta licence d'État. Donc, déjà, ça, tout en anglais, bien sûr. Hein, ils te sortent des livres, 3-4 livres de 300 pages parce que les Américains, c'est les rois de la législation. Donc, tu as des contrats. Un contrat de vente ici, en moyenne, c'est 26 pages. Donc, avant de pouvoir faire une offre d'achat, tu dois remplir un contrat de 26 pages. Et donc, toutes ces choses-là, tu les apprends à l'avance parce qu'il faut que tu les apprennes pour avoir ta licence. Une fois que tu as ta licence, elle est valide partout en Californie. Donc, ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Ça te donne un territoire qui fait la taille de la France. Donc, en fait, moi, je peux vendre un peu partout en France. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant, mais en même temps, c'est un peu du challenge. C'est que, en fait, tu vas là où tes clients ont besoin de toi, quoi, en fait. Donc, en moyenne, moi, sur les 3 dernières années, j'ai fait un peu plus de 40 000 km par an parce que justement, tu vas à droite, à gauche. Ici, tu comptes même pas en kilomètres où est-ce que tu vas, tu comptes en temps de route. Donc, ça aussi, c'est un peu marrant quand tu n'es pas trop habitué. J'arrive, je serai là dans 1h15. Ah bon, d'accord. D'accord. Je te rassure, c'est pareil en Bretagne. Je suis sûr que c'est pareil. Tu fais pas ça en Ile-de-France parce que tu ne maîtrises plus rien. Non. Bon, alors, Winwater, c'est quoi? C'est ta marque, une création de ta marque. Tu travailles pour ta marque, tu travailles pour le réseau EXP aussi. Alors, on peut peut-être montrer la page de ton site internet. Tu peux nous expliquer un peu ton histoire aussi par rapport à la créa, par rapport à EXP. Donc, en fait, Winwater Real Estate, moi, je suis arrivé là. C'était une société qui faisait que de l'entreprise commerciale. Donc, ils faisaient que des ventes de bureaux, que des ventes justement de centres commerciaux, etc. Et ils m'ont approché, en fait, en me demandant de développer et d'ouvrir leur branche résidentielle. Donc, en fait, ils n'avaient pas vu ça. Donc, moi, j'ai créé la branche résidentielle. Je me suis associé avec le fondateur de cette boîte commerciale. Et maintenant, on a un gros réseau qui fait justement résidentiel et commercial. Donc, comme ça nous permet vraiment de nous occuper de tous nos clients. Et on a ouvert en même temps une boîte d'investissement qui est interne, donc qui nous permet à nous, en tant que partenaires et à nos clients, d'investir pour acheter des biens immobiliers plus importants. Donc, en fait, on a commencé l'investissement passif et donc aider nos clients et nous-mêmes à acheter des biens un peu plus importants. Donc, se mettre à 3, 4, 5, 6 et faire des achats de bâtiments qui nous amènent des revenus passifs. Donc, ça existe, ça se développe en France. Ça se développe en France, il y a beaucoup de concepts là-dessus. Alors, du coup, là, il est de bonne heure, donc tu vas bientôt lancer ta journée. Ça ressemble à quoi la journée d'un agent immobilier américain? En général, moi, je me lève le matin, il est à peu près 6h30. Je prépare mon fils pour l'emmener à l'école. Je le jette à l'école vers 7h15, 7h30. Tout de suite, c'est à la salle pour commencer la journée un petit peu motivé. Donc, salle de sport, une petite heure à la salle de sport. Et après, on commence la journée tranquille avec email, etc. Comme disait Benoît, ce qui est important, c'est d'être très consistant. Donc, moi, ce qui a changé énormément, mes résultats, c'est justement ce côté consistant. Donc, par exemple, tous les jours, avec mon équipe, on envoie une moyenne de 500 lettres, 500 à 600 lettres par jour à différents coins de la ville où on veut justement se focuser. Tu cherches mon français maintenant. Là, tu cherches tes mots français. C'est difficile. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je ne suis pas rentré en France.
Parce que, voilà, quoi, le temps passe trop vite et on ne se rend pas compte. Et du coup, ouais, je commence à oublier mes mots des fois. Donc, c'est ça. Donc, envoyer des lettres un peu partout. Et pareil, la même chose, je dirais que ici, tout se fait en networking. Donc, tu vois, c'est avec qui tu te connectes, qui tu connais, etc. Donc, moi, même si tu vas à la salle de gym, par exemple, moi, je suis à la salle de gym. Essentiellement, j'ai joint différentes salles de gym pour pouvoir me connecter avec des gens que je ne connaissais pas. Okay. Moi, j'aime pas aller à des rendez-vous à de bureau ou quoi que ce soit où on va boire des coups pour essayer de se connaître, etc. C'est pas trop mon truc. Donc, moi, je me suis rencontré plutôt avec des gens, c'est ça, salle de sport, dans le sport, des amis de mon fils, etc. Donc, beaucoup de networking, ça n'arrête pas, c'est du non-stop. Pareil, il n'y a pas de téléphone professionnel et de téléphone personnel. Hein. C'est ton téléphone, il est on 24 heures sur 24 et tu réponds. Et si tu ne réponds pas, quelqu'un d'autre va répondre à ta place et s'occuper du client, quoi. On va revenir d'ailleurs sur, pour que les gens comprennent bien ta vie, la première chose qu'on a montré, c'est la plus grosse vente de ta carrière, maison sur la plage de Newport Beach, 250 mètres carrés. C'est laquelle, là, elle est où pour qu'on la situe? Donc, en fait, tu as les deux maisons oranges qui sont à droite. La mienne, c'est la deuxième blanche. Donc, tu as deux oranges, une blanche, la deuxième blanche à gauche, c'est la nôtre. Donc, voilà, tu vois un petit peu ce que c'est Newport Beach, c'est notre coin. Donc là, on est en bord de mer. Moi, nos bureaux sont à peu près à 1 km de là. Donc, moi, j'habite dans ce coin-là aussi. Donc là, c'est près du port de Newport Beach. Donc, en fait, ces maisons-là, directement, tu as une partie du sable qui est en fait privatisée et qui est à toi, en fait. Ça, c'est génial. Et là, 8 millions, hein, 8 millions, 9 millions de dollars, celle-là. Ouais, ça, c'est ça, 8 760 000. Donc, c'était une des plus grosses ventes l'année dernière sur ce coin-là. Donc, ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres. Et cette année, là, je viens de signer un mandat exclusif sur une maison qui sera ma nouvelle plus grosse vente de ma carrière. On vient de signer un mandat exclusif à 9 450 000. Donc, ça, je t'enverrai la vidéo. Je vais faire la vidéo d'ici à peu près 2 semaines. Et donc, tu pourras voir. Mais en attendant, celle-ci, c'est la vente. Et sachant qu'avec le marché immobilier, comme il est depuis 2 ans ici, c'est une maison que j'ai vendue en 11 jours. D'accord. Donc, tu vois, sur le marché, quels que soient les prix, il y a toujours de la demande. Et tu fais aussi de la… Ouais, la chambre, c'est extraordinaire. Voilà. C'est la chambre par an, ça. Donc, tu t'endors le matin, tu te réveilles, c'est ta vue de ton lit, quoi. Ouais. Superbe. Merci de nous avoir partagé ces images, elles sont superbes. Et tu fais aussi de la loc. Et là aussi, les prix, ce n'est pas les mêmes qu'ici. Non, ça change. Alors là, ici, 865 mètres carrés, 30 000 $ par mois. Ouais, donc ça, j'ai déjà loué cette maison 2 fois. Et là, il revient à la vente cette année encore. Cette année, le client veut 34 000 par mois. Donc, c'est une maison un peu hors norme, vraiment très, très sympa, quartier super sympa. Et puis la taille, surtout, on est à 800 mètres carrés. Donc, c'est vrai que moi, avant que j'arrive ici, je ne me rendais même pas compte de ce que ça pouvait être. Mais une maison de 800 mètres carrés, ça fait des mètres carrés. Hein. Ouais, ça fait des mètres carrés. Ouais. À visiter, il te faut 2 heures. 2 heures par visite, 2 heures et demie. Ouais, puis en plus, les gens qui viennent en général dans ce type de bien et puis dans ce type de prix aussi, c'est des gens qui sont très privés. Donc là, il faut respecter un petit peu aussi qui ils sont. Souvent, ils sont en retard parce que forcément, c'est toi qui les attends. Hein, donc, ils te donnent rendez-vous à 15h, ils arrivent à 15h30 ou 15h45 parce que ils avaient autre chose à faire. Mais non, c'est très sympa. Elle est magnifique, cette maison. Ouais. Et donc ça, c'est une autre maison que j'ai louée aussi. C'est pareil, je ne sais plus exactement le prix de celle-là. Donc ça, c'est une autre 20 000 $ par mois, l'équipe. 20 000. Voilà, 20 000 celle-là. Donc c'était, c'est le marché de la location. Je fais pas trop de location parce que j'aime pas ça. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, ici, du point de vue législation, c'est très compliqué. Les règles, les lois, etc. C'est pareil. Que tu fasses une location ou une vente, c'est le même nombre de paperasses. Et donc, ça prend un temps fou. Et puis, forcément, les commissions sont 10 fois moindres. Donc, on fait quand on a besoin pour aider un client. Ces 2 maisons-là, c'est des maisons qui appartiennent à certains de mes investisseurs. Donc, je leur file un peu un coup de main. Et comme ça, je les ai aidés à acheter ces maisons-là. Et quand ils vont les revendre, forcément, je serai le premier coup de fil. Donc, c'est un peu des choses obligatoires à faire.
Ouais, ça paraît hors norme pour nous. On a Muriel qui nous dit que ça nous paraît hors norme. Alors, j'ai quelques petites questions et après, on va passer dans un épisode assez sympa. Tu verras. Ça s'appelle le Tu préfères. Donc, on va avoir des petites questions flash. Mais avant, pour comprendre nos différences de marché, j'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur le marché immobilier européen et plus particulièrement sur le marché immobilier français. C'est quoi votre regard de notre modèle? Tu peux y aller, tu peux y aller sans filtre. Je peux y aller sans filtre. Bon, alors ça va. Il y a très, très peu d'Américains qui vont aller investir en Europe et en France particulièrement, juste parce que l'image que tout le monde a de la France, c'est les très hautes taxes. Donc, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est limite l'Américain moyen compare les Français au régime, tu sais, un peu communiste russe. C'est un peu ça. L'image qu'ils ont, c'est très... je vais à Paris pour aller à l'hôtel, pour voir la Tour Eiffel, pour aller au restaurant, tout ça, mais c'est tout. Jamais j'investirai là-bas parce que je vais me faire étrangler par les taxes, etc. Il y a plein de choses qui sont dans leur esprit complètement fermées à l'investissement en France. Et donc, sur notre modèle de professionnel. Le modèle de professionnel, de toute façon, tout le monde travaille un peu de la même façon. Et je dirais que le modèle professionnel français est beaucoup plus difficile que ce que nous, on a ici. Je te donne un exemple très simple, c'est que nous, tous les chiffres de vente immobiliers sont domaine public. C'est-à-dire que moi, mon voisin, je sais à combien il a acheté sa maison, je sais quand il l'a acheté, je sais combien il a de crédit immobilier sur sa maison. Et donc, tout ça sont des choses qui sont... Alors ça arrive en France, ça s'appelle des VF. Ça arrivait en France. Bon, moi, je n'avais pas ça quand je travaillais justement. Donc, pour moi, c'était une grosse différence. Après, je dirais que vous avez aussi des possibilités que nous, on n'a plus ici. Par exemple, tout ce qui est particulier à particulier. Chez vous, ça reste un marché qui est relativement important. Chez nous, c'est moins de 2%. Voilà, chez nous, c'est moins de 2% des ventes se font en particulier. Et moi, je me rappelle que quand j'étais en France, c'était un petit peu mon pain quotidien. C'était de s'occuper de tous ces particuliers à particuliers et être sûr que je pouvais avoir mon mandat et m'occuper de ça. Et c'est vrai que j'avais prévu de faire un peu la même chose ici et que ça n'existe pas du tout. Donc, ça a une grosse différence. Ouais. C'est un peu le drame de notre métier ici, le particulier. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ouais. Bon, c'est un grand débat. L'immobilier fonctionne comment aux États-Unis? Donc, on parle pas de marché particulier. Il y a un fichier national, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer, qui, je l'espère, va arriver en France. En tout cas, on va trouver une façon de fonctionner ensemble entre professionnels. La MEPI n'est pas forcément arrivée. D'autres essayent aussi. Je ne vais pas me faire d'ennemis, mais en tout cas, c'est pas... pour moi, il y a des manquements qui font que moi, personnellement, je n'irai pas vers ces réseaux. En tout cas, ces réseaux qui permettent de partager des affaires entre professionnels, des exclusivités. Comment ça fonctionne aux États-Unis, ce fameux fichier partagé? En fait, nous, on n'a pas le choix. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un mandat de vente, tu as 24 heures pour le mettre sur le fichier. Ce n'est pas un fichier national, c'est un fichier départemental, en fait. Donc, ça s'appelle le MLS chez nous. Et donc, en fait, moi, j'ai 24 heures pour mettre mon bien en vente sur le réseau que tous les agents en Californie vont pouvoir avoir accès. Si je ne le fais pas, je suis en violation de ma licence et donc je risque d'avoir ma licence suspendue. Donc, en fait, le marché américain, c'est l'encouragement à la concurrence à tout prix. Et c'est arrivé Tu connais des gens, tu connais des pros qui se sont fait retirer leur licence parce qu'ils n'ont pas respecté les normes de partage? Moi, sur les 2 dernières années, du fait que j'ai commencé à avoir des chiffres un peu plus importants, j'ai eu des agents qui m'ont reporté, donc qui m'ont donné des affaires à moi, comme quoi je ne l'avais pas mis à temps sur le MLS ou comme quoi je ne l'avais pas retiré à temps ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tu as 24 heures pour le mettre en vente. Une fois que c'est en vente, tu as 24 heures pour le retirer de la vente, etc. Donc, tu dois suivre toutes ces zones. Et c'est un moyen facile de bloquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, à chaque fois, bien sûr, j'avais tout fait comme il fallait, donc je n'ai pas eu de soucis. Mais ça, c'est la première chose. C'est la concurrence ici. Ils encouragent la concurrence à tout prix. C'est-à-dire que tu as ton mandat exclusif, tu as ta commission qui est garantie parce que tu l'as. Donc, ici, c'est entre 4 et 6%. Donc, quand tu vois nos prix de vente, tu te dis ça fait beaucoup d'argent. Et le taux d'exclusivité? Ça ne change rien. 4, c'est toi qui...
Combien tu rentres d'exclusivité? Je crois qu'il n'y a pratiquement pas de mandat simple. Vous travaillez principalement c'est du 100% d'exclusivité. C'est du 100% d'exclusivité. Ouais, ça n'existe pas autrement. Personne ne travaillera autrement. C'est pas possible. Puisqu'en fait, chez nous, tu as une commission. Enfin, c'est un peu la même chose. Tu as une commission qui est divisée entre celui qui a rentré l'affaire et celui qui va la vendre. Par contre, celui qui rentre l'affaire, il contrôle l'affaire. Donc moi, si je décide de rentrer l'affaire, par exemple, avec mes 5% de commission, si je décide de donner à l'autre agent 1%, c'est moi qui décide. Ça, je suis libre de donner ça en fonction de ce que je veux. Par contre, je suis obligé de le mettre sur ce marché de la concurrence, donc qui est la MLS, que tout le monde puisse le voir. Donc ça, c'est une chose qui change beaucoup. Et selon toi, qu'est-ce qu'on devrait prendre dans ce marché américain? Parce que là, on a pas mal de personnes qui ont vu cette vidéo, qui vont la voir aussi en replay. C'est quoi pour toi? Parce qu'on a un indice fort avec le marché américain en France. Toi qui as fait les deux modèles, c'est quoi l'indice fort qu'on doit prendre en considération, nous, dans notre marché français? C'est dur à dire. Je dirais que ça, ce marché exclusif, pour moi, ça facilite les choses et c'est un meilleur service pour le vendeur. De toute façon, à partir du moment où tu partages un mandat, tu vas te dire que bon, c'est mieux pour la concurrence, c'est mieux pour tout ça. C'est pas vrai. Une fois que tu as un mandat exclusif, moi, je sais qu'en moyenne, quand je prends un bien, j'ai mon photographe professionnel qui vient, j'ai mon vidéographeur qui vient aussi, qui fait les vidéos professionnelles. Je fais construire un site internet personnalisé pour chaque bien que je fais, avec les vidéos, les tours virtuels, etc. Si je fais ça sur un bien qui n'est pas exclusif, c'est quelque chose qui va me coûter 2, 3, 4, 5 000 dollars. Et le mec qui me dit demain, non, en fait, quelqu'un d'autre l'a vendu, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et ça, c'est une grosse chose qu'il va falloir qu'il change en France, c'est ce mandat exclusif, parce que c'est pas possible de s'investir entièrement quelque part si tu n'es pas sûr d'avoir l'affaire. Même si tu n'es pas sûr de le vendre, tu n'es jamais sûr que tu vas vendre un bien à la fin de la journée, mais au moins te donner la chance, te donner la chance de l'avoir et de faire le mieux pour ton client. À la fin de la journée, c'est ça que tu veux faire, C'est que ton client, il ait le meilleur prix pour sa maison, et 2, que tu puisses lui donner le meilleur service. Tu sais, moi, quand j'étais sur le marché, quand j'étais encore sur le terrain, j'ai quitté un peu le terrain pour m'occuper du développement du groupe. Tu le sais, on en a parlé tous les deux, avec ses ambitions de développement. Quand j'étais encore sur le terrain, je disais toujours à mes clients qui ne voulaient pas me donner l'exclusivité, je leur disais, demain, vous allez faire venir un peintre pour repeindre votre salon. Est-ce que vous pensez que vous allez dire, toi, je ne te fais pas confiance, donc tu vas peindre que ce mur-là, et je vais prendre un autre peintre qui va peindre ce mur-là, et un autre peintre qui va prendre ce mur-là. Est-ce que vous pensez que vous allez trouver 3 professionnels qui vont vouloir s'occuper du bien, qui vont travailler? Ben non. Pour nous, c'est pareil. Il y a une mission, on la prend de A à Z. Et c'est vraiment, c'est dur, c'est pas encore dans la culture du client français, mais on y arrive. Petit à petit, on y arrive. Et ça, on doit le prendre. Alors, une autre question, du coup, donc, est-ce que les États-Unis, c'est un pays où le mindset est important et respecté et où le succès est valorisé? Ou est-ce qu'on a vraiment est-ce que ce qu'on voit à la télé, c'est vrai par rapport aux États-Unis? Est-ce que c'est un peu difficile à dire. Tu sais, ce que tu vois à la télé, il y a beaucoup de pipeaux. C'est le show à l'américaine, par contre, respect du mindset, etc. Oui, beaucoup plus qu'en France. T'as pas de jalousie, en fait, vraiment, comme c'est un peu comme je l'avais senti en France à quelques moments. Tu commences à avoir un petit peu de succès et tu as beaucoup de gens qui commencent à chercher des moyens de te descendre. Ici, c'est un peu à l'opposé. Tu commences à avoir du succès et tu commences à avoir d'autres gens qui ont du succès, qui vont te motiver, qui vont te pousser. Et ici, c'est un petit peu, c'est ça, c'est la culture de la concurrence. Donc, en fait, tous les autres agents, tu sais, tu travailles en équipe, mais c'est toujours la compétition individuelle. Mais la compétition individuelle, en fait, c'est de se pousser un peu les uns les autres. Ok. Ça, c'est un gros truc. Donc, la compétition, c'est bien à partir du moment où tu l'utilises de façon positive. Et ici, c'est ça. Les gens vont te pousser à te pousser toi-même, en fait. En France, on te voit avec une grosse voiture, on te voit dans un beau pavillon, on te voit avec une belle montre, on te voit. En France, tu peux toujours te dire, est-ce que on va comprendre que j'ai réussi, mais comment on va l'interpréter? Est-ce qu'on va comprendre que c'est dû à mes efforts, dû à mes sacrifices, dû aux prises de risques que j'ai pu mettre en place, ou est-ce que tout de suite on va me juger? En fait, c'est jamais très sécuritaire de réussir en France, parce qu'il y a un premier filtre vraiment qui est dans le jugement. Aux États-Unis, ça n'existe pas. On en a parlé tous les deux. Ça n'existe pas. C'est complètement le contraire.
C'est-à-dire que moi, si je me pointe à mon rendez-vous pour avoir une maison à 2, 3, 4, 5 millions, quel que soit le prix, je me pointe avec une petite voiture qui ressemble à rien, le client va même pas me parler parce que pour lui, ça va être la première preuve que j'ai pas réussi. Ouais. Tu te compares en fait à chaque fois au niveau où tu es, il faut que tu sois au même niveau que tes clients. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à un niveau de réussite pour leur agent qui est le même que leur niveau de réussite à eux. Donc, c'est ça aussi, c'est un petit peu compliqué aussi d'un autre côté parce que il y a beaucoup d'agents ici qui sont là et qui font semblant de réussir pour montrer aux gens qu'ils réussissent. Donc, et qui s'endettent peut-être, non? Qui s'endettent aussi qui s'endettent énormément. Tu sais, t'es le pays de l'endettement ici. Donc, ici, tu passes un coup de fil et tu peux avoir un Range Rover demain. Il vérifie rien. C'est du n'importe quoi. Mais en même temps, c'est ça. C'est un des pays les plus endettés. Il y a des raisons. C'est que le crédit ici, il n'y a rien de plus facile. Un coup de fil, une carte bleue et tu peux mettre ce que tu veux sur ta carte bleue. Moi, si demain, je veux aller acheter un Range Rover, je le mets sur ma carte bleue. Et puis, ils vont me trouver un moyen de le financer sur 3, 4, 5, 8 ans. Peu importe. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est un peu le gros problème ici, c'est faire semblant de réussir. Il y a beaucoup d'agents qui sont un peu dans ce mindset-là de dire bon, bah, moi, je vais leur montrer que je réussis. Et puis, au fur et à mesure que je réussis, je vais me rattraper. Ça ne peut pas marcher, ce genre de choses. Tu commences petit à petit et c'est la même chose. Tu ne peux pas vendre une maison à 5 millions de la même façon que tu vends une maison à 1 million. Mais ça, c'est latin. Ça, c'est européen, c'est latin. On a vu la crise de subprime aux États-Unis, c'était ça. C'était un accès au crédit qui a été vraiment banalisé, simplifié. Ça a rattrapé tout le monde d'une façon assez violente. Voilà, nous, on a failli partir là-dedans en France. On est parti sur les prêts sur 30 ans, des prêts relais aussi qui partaient, on montait aussi sur du 110%. Bon, tout ça, c'était un peu parti dans ce sens-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut emmener, Jérém, dans son bagage pour toi quand tu pars de la France pour aller aux États-Unis? Mode d'emploi, qu'est-ce que tu dois emmener? Qu'est-ce que tu dois absolument emmener en France s'il y en a qui nous regardent, qui veulent aller aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils doivent emmener? Déjà, j'espère que tu as bien écouté ton anglais quand tu étais au collège ou au lycée, parce que déjà, tu as intérêt à parler anglais de façon plutôt correcte. Parce que, en plus, quand tu te retrouves dans des métiers comme les nôtres, où c'est très, très réglementé, le langage en anglais, quand tu vas partir une semaine en vacances, c'est pas le même que quand tu commences à te mettre à lire des contrats, etc. Parce que c'est ta responsabilité en tant qu'agent d'expliquer ton contrat au client. Si déjà tu comprends pas ce qu'il dit, ça va être un peu dur. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, arriver aux États-Unis, c'est très dur. Ça fait 3 ans, je crois, qu'ils ont fermé toutes les immigrations, etc. Donc, trouver des cartes de travail vraiment pour venir et s'ouvrir tout seul, c'est devenu quasiment mission impossible. Donc, ça, c'est un peu dur. Mais de toute façon, ici, quand tu arrives ici, il faut avoir un esprit complètement ouvert, s'ouvrir un peu aux gens. Et je dirais que maintenant, moi, 90% du business que je fais, c'est avec des gens que je connais et que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ma carrière. Donc, être ouvert aux gens, ça a été la première chose qui a été un peu différent pour moi. J'étais toujours un peu plus introverti. Et en fait, s'ouvrir aux gens, connaître vraiment un max de gens. Faire du réseau. C'est tout le business aux États-Unis, c'est que du réseau. Donc, c'est qui tu connais, qui va parler de toi, et ça va être comme ça que tu vas grandir rapidement, quoi. Ok. Je crois que l'équipe a des photos à nous montrer. Puis ensuite, on va partir pour clôturer cette ITV, on va partir sur des questions rapides, savoir ce que tu préfères. L'équipe, vous avez des photos à montrer, je crois, de Jérém quand il était en costume cravate. Alors, moi, je te connais tellement. Même quand tu étais mon voisin, je croyais que tu étais américain. Donc, c'est parfait pour toi d'être atterri là-bas. Ah ouais, ouais. Donc, en fait, la photo à gauche, c'est la photo quand je me suis fait naturaliser, en fait. Donc, j'ai maintenant la double nationalité. Donc, c'était le jour après. Donc, on a célébré un peu le fait que j'étais américain avec un bon repas américain, un petit milkshake et un burger. Il n'y a rien de plus américain. Et à droite, c'était ma première photo de profil quand je suis arrivé. Je crois que c'était chez Coldwell Banker à l'époque. Et donc, c'était un petit peu les photos à fond noir, etc. C'était un peu l'agent américain moyen, tu vois, genre Clark Kent. Ça te va tellement bien. Là tu es avec ton équipe, là.
Ouais, donc ça, c'est un de mes associés, c'est Sam. Sam, en fait, s'occupe de faire tout ce qui est crédit immobilier pour moi. Donc, en fait, ici, on essaie de regrouper tout, et spécialement dans notre compagnie, on essaie de regrouper tout, en fait, pour que les clients, ils aient un contact. C'est-à-dire que moi, le client, il m'appelle, je le passe, Sam, il est dans le bureau à côté de moi, et Sam, en fait, va faire leur crédit immobilier. Donc, à peu près en 2-3 jours, il va être capable de leur donner exactement quel montant ils peuvent emprunter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelle maison ils peuvent acheter. Et comme ça, moi, directement, je n'ai pas besoin de commencer à leur montrer des biens qui ne leur conviennent pas, qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et donc, tout de suite, avant même… Vite. Et on acte vite, c'est ça surtout. C'est pour ça que tu internalises. C'est que Bien sûr, il n'y a pas nous, les on fait délais tout qu'on vite. a en France. Vous actez en combien de temps, vous? 15 jours, vous actez? Ça dépend, en fait. On peut acter quand on veut, en fait. On va trouver des banques qui vont nous permettre de faire des achats cash. Donc là, en ce moment, une banque, moi, Sam, par exemple, je lui donne un client en 7 jours. Il peut faire un crédit immobilier et permettre à mon client de faire une vente cash. Donc, 7 jours à partir du moment où il fait son offre, ça peut être vendu. L'autre rentre dans sa maison. Ouais, acté. OK. Donc, ça marche. Bon, alors merci pour ces petites réponses. On va pas lancer l'équipe, le jingle. Allez-y, et puis Jérôme, je te passe à la casserole. OK. Alors, j'ai perdu une fiche. J'ai perdu une fiche, l'équipe. Bon, attendez, parce que j'ai perdu une fiche. Bon, c'est pas grave. Allez, il me manque 2-3 questions, mais on va improviser. C'est ça qui est bien. Alors, Jérém, tu préfères, tiens, ils les ont marqués en dessous. Tu préfères la France ou tu préfères les États-Unis? C'est différent. Je dirais que moi, de toute façon, comme tu le disais, dans mon esprit, j'étais toujours un peu américain. Moi, j'ai toujours été passionné de basket, etc. Donc, pour moi, les États-Unis, ça a toujours été mon truc. Je me levais à 1h30 du matin pour regarder les matchs de basket quand on était au collège ou au lycée. Donc, c'était toujours mon truc. Donc, moi, je dirais que de toute façon, les États-Unis, c'était un petit peu quelque chose qui a toujours été dans ma tête. La France, bien sûr, c'est là où j'ai été élevé, où je suis né, etc. Ça a toujours une place particulière pour moi. Mais je ne me vois pas revenir en France, en fait. Une fois que maintenant, je me suis habitué à la vie ici, le rythme de vie, la qualité de vie, etc., je n'arriverai plus à revenir en France. Tu sais, on fait toujours nos horaires, on fait un peu tout ce qu'on veut. Quand on est en France, c'est un petit peu mal vu, par contre. Je dirais toujours, genre, tu t'en vas à 14h ou quoi que ce soit pour aller faire un truc perso, c'est toujours un peu mal vu. Tu as toujours l'impression d'avoir la pression. Ici, ça fait partie du boulot, quoi. Et donc, moi, quand je m'en vais à 2h de l'après-midi parce que mon fils a un match de basket, je retrouve tous les autres parents qui sont avocats, qui sont banquiers, et les parents sont là aussi. Donc, en fait, ça permet toujours de faire networking, etc. Toujours bosser, mais en même temps relax. Tu bois des coups avec tout le monde, tu célèbres un peu, tu vois le fils qui joue au basket. Et après, tu retournes bosser à 6h du soir, tu rebosses 1 heure ou 2. Et personne ne va jamais te dire « Oh ouais, mais tu n'étais pas là à 4 heures, tu n'étais pas là à 3 heures ou quoi que ce soit. Okay. » Et rien que cette chose-là. Ton fils, tu vas l'envoyer en France. D'ailleurs, je suis très content parce que du coup, on va pouvoir se revoir. Ouais, ça, c'est pas encore fait, mais on verra. On va peut-être revenir un petit peu pour faire quelque chose. Ouais. Allez, prochaine question, l'équipe. Mindset à la française ou mindset à l'américaine? Lequel est le plus puissant? Lequel tu préfères? À l'américaine, il n'y a pas de question. À l'américaine, c'est de toute façon, si tu travailles dur, tu vas réussir. Et si tu réussis, tout le monde est fier de toi. Je dirais que c'est un peu ça le mindset. C'est tu viens et tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as bien réussi, tu as fait une belle année. Et les gens vont célébrer pour toi. Ils ne vont pas être derrière toi en train de te planter des couteaux dans le dos. Même les autres agents, etc. On est tous en compétition, mais on se connaît tous. Et il y en a un qui va vendre une maison, qui va vendre ci, qui va vendre ça, qui va avoir un mandat parce qu'il y a une très grosse compétition. Hein. Moi, je vais en compétition pour les mandats. Des fois, il y a 4 ou 5 agents qui sont passés avant, après toi, et il n'y en a qu'un seul qui va réussir. Donc, on sait toujours un peu qui est passé avant, qui passe après. Donc, compétition, mais de toute façon, c'est ce qui t'aide à devenir meilleur, quoi. Mindset à l'américaine 100%, alors. 100%. Si tu ne te compares pas aux autres et si tu ne te compares pas aux meilleurs, tu ne peux pas évoluer. C'est clair. Tu prêches un convaincu. OK, prochaine question, l'équipe. Modèle immobilier le plus fiable, français ou américain? C'est dur, ça dépend ce que tu entends par fiable. Parce que ici, le marché américain… Pour nous, les pros. Pour nous, les pros. Ah, pour nous, les pros, je dirais le marché américain est plus fiable du fait que tu es protégé. Ces mandats exclusifs, ça t'aide beaucoup. Pas de vente de particuliers ou quoi que ce soit, donc ça te donne un marché un peu plus important.
Et après, encore une fois, moi, mon secteur, c'est comme si ton secteur, c'était la France entière, quoi. Donc, du point de vue marché, ça t'ouvre des opportunités que tu penses pas du tout, quoi. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps sur la route, mais en même temps, tellement d'opportunités. Il suffit de trouver un petit peu qu'est-ce qui te différencie un petit peu des autres et puis après de l'utiliser à ton avantage, quoi. Ouais, tu sais bien le faire. Allez, prochaine question, l'équipe. Qu'est-ce qu'ils t'ont préparé? Gastronomie française ou burger à l'américaine? Ah non, ça, gastronomie française, ça, c'est incomparable. Hein. Les burgers, c'est toujours des burgers, mais bon, tu t'oublies rapidement. L'avantage ici, c'est que comme on est dans un coin très haut de gamme, on a beaucoup de restos du monde entier, quoi. Donc, on a, je crois que j'ai 4 ou 5 restos français dans mon coin qui sont justement par des Français, cuisinés par des Français, qu'on ouvert ici il y a plusieurs années. Et donc, ça ne nous manque pas trop. Mais de toute façon, ça, la bouffe américaine, ça reste que de la bouffe américaine zéro qualité. Ouais. Ça, c'est pas une légende. Ok, non, c'est pas une légende. French lifestyle ou American lifestyle? Ah, ça, il n'y a pas d'hésitation non plus. Hein. C'est le lifestyle américain. Il n'y a rien de mieux, quoi. Ils ont inventé le lifestyle, je dirais, ces mecs-là. Hein. Tu fais ce que tu veux et puis voilà. Puis en même temps, le lifestyle, c'est vrai que vous êtes en région parisienne, tu vois, c'est un peu plus compliqué que pour moi. Moi, je suis à 1 kilomètre de la plage. Je prends mon vélo, je peux y aller. Je peux me promener le samedi, le dimanche. Si j'ai un coup de blues ou quoi, je vais me promener sur la plage, sur les parcs. Et en même temps, on est à quoi? On est à 2h30 des montagnes où on peut skier. Donc, tu vois, point de vue lifestyle, rien que l'endroit où on est. Coupez Jérémy, la régie, coupez-le. Coupez c'est ça. Non, mais il va nous péter le moral, là. Il va nous tuer. La qualité de vie que tu peux avoir, c'est ça. Mais après, c'est pareil. Moi, c'est comme je te dis, on parlait des vacances la dernière fois. Moi, je prends des vacances, c'est 2, 3, 4 jours à la fois et c'est tout, quoi. Je ne peux pas me couper pour une semaine, 2 semaines, un mois. Ouais. C'est pas possible. C'est pareil pour les voisins en France, hein. C'est pareil. Hein. Et même si je le veux, par contre, je vais ajuster mes horaires journaliers, je vais faire tout ça, je ne vais pas rater un match de basket, j'emmène mon fils à l'école, tout plein de choses comme ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'investissement personnel, en point de vue temps, en point de vue investissement mental aussi, parce que quand tu négocies sur des contrats comme ça, et en plus pour moi, dans un langage qui était un langage secondaire pour moi, hein, ce n'était pas non plus mon langage maternel, les 2-3 premières années, je peux te dire que la fatigue mentale, c'est très, très compliqué. C'est très lourd. J'ai Manel de l'équipe qui a un message pour les futurs invités qui me dit que pour les prochains lives, on va devoir aller préparer le set chez l'invité. Donc, si un jour tu leur passes, il va falloir y préparer chez toi, du coup. Ah tu viens quand tu veux. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. On se prépare, on se pose sur la plage et puis on le fait ça à la plage. Hein. Et on refait le monde, comme on aime bien faire pour parler d'IMO. Allez, prochaine question, l'équipe. Après, on va arrêter les questions. Jérémy, il a du coup du travail à faire. Alors, foot américain ou Ligue 1? Je dirais ni l'un ni l'autre. Je ne regarde pas vraiment l'un ou l'autre. Je suis plus basket, donc pour moi, là, c'est les playoffs NBA, donc c'est plutôt le gros moment. Mais à choisir, je dirais foot US. J'ai dû regarder 2 ou 3 matchs cette année, alors que, point de vue Ligue 1, je serais incapable de dire quoi que ce soit. Moi, le seul truc qui me ramène à la Ligue 1, c'est de savoir ce que mon frère regarde à la télé, parce que lui, il aime bien le foot, mais moi, j'ai pas vu un match de foot depuis peut-être 10 ans. Ok. Bon, je te raconterai, du coup, je suis abonné au PSG. Ouais, voilà. Allez, prochaine question, les coups. L'hymne français ou l'hymne américain? Je dirais l'hymne français, quand même. C'est quelque chose qui a toujours eu un petit truc spécial pour moi. Et les paroles, rien que quand je l'entends, j'ai toujours un petit frisson. Donc ça, je dirais que c'est toujours un petit peu quelque chose qui est dans mon cœur et qui est profond. Tu as suivi l'actualité hier? J'ai pas suivi l'actualité, mais j'ai vu que c'était comme d'habitude, quoi. C'était toujours chaud. Non, mais tu connais pas notre nouveau président? Non, ça j'ai pas. Tu sais, pour moi hier, pour vous, pour moi c'est ce matin. Moi, je dormais pendant que vous avez. Oui, donc réédition. Hein, c'est de nouveau Macron. Et je pense à ça parce qu'on a eu droit à l'hymne national chanté par une chanteuse qui chantait bien, mais bon, c'était un peu particulier. Mais voilà, l'hymne national français. Moi, j'ai eu pour parler de l'hymne national américain. Quand j'ai fait le marathon de New York, j'ai eu la chance d'être sur le pont, les hélicoptères, les caméras, c'était incroyable. Et l'hymne national américain sur le pont avant le marathon, c'était incroyable. Tous les gens pleuraient autour, c'était… Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Dernière question, l'équipe.
Ah, franchise ou mandataire? Alors, ça dépend un peu ce que tu recherches. Moi, quand j'étais en France, je travaillais en franchise, c'était très bien. Là, maintenant, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ici, tout le monde est mandataire. Donc, c'était un petit peu… T'as pas le choix, donc c'est comme ça. Mandataire, je dirais que de toute façon, ça me convient bien. Moi, j'aime bien le principe d'avoir des commissions qui sont négociées directement avec toi, en fait, et qui sont un peu plus importantes aussi, mine de rien, ça en tient compte. donc tu es chez EXP, hein, on le rappelle. Nous, en fait, j'ai joint EXP en fait juste parce qu'ils ont des avantages qui pour moi étaient intéressants, essentiellement point de vue avocat, etc. Si jamais un jour j'ai un problème, sachant que les coûts annuels pour moi avec EXP sont quasiment ridicules, ça me coûte quasiment rien d'être chez eux. Et d'un autre côté, je suis protégé par un gros réseau qui me permet, si jamais justement il y a un souci sur un dossier ou quoi que ce soit, d'avoir tout ce qu'il me faut pour me protéger moi-même. Donc, c'était plus ça le principe d'être sous EXP. Ça ne me bloque pas. Moi, je conserve ma marque, je conserve absolument tout. La seule chose, c'est qu'il faut que je renvoie une copie de tous mes dossiers, de tous mes documents qui, eux, justement, vont archiver et ce qui me protège aussi moi-même. Donc, ça m'arrange bien. Ok. Bon, Jérémy, merci d'avoir été avec nous. Ouais, je t'en prie. Merci beaucoup. Ah, tiens, regarde qui y en a qui vient nous voir. Tiens, Maxence. Salut l'ancien. Maxence, ça fait un bout de temps qu'on est parti du lycée. Ouais, oui, bah oui. Hein. Et donc, Maxence, qui m'a montré le chemin dans l'immobilier. Ça fait 22 ans. Et toi aussi, ça fait combien de temps, toi? Ça fait 20 ans? 22 ans? Moi, j'ai fait 10 ans d'immobilier ici et 4 ans, donc 14 ans d'immobilier en tout. 14 ans d'immobilier. Maxence était du coup, c'était le premier d'entre nous qui a été. Moi, je travaillais dans un supermarché. J'étais en BEP, je travaillais dans un supermarché. Puis un jour, il m'a dit, écoute, je fais un métier formidable. Je suis agent immobilier. J'ai dit, écoute, raconte-moi un peu tes journées. Il m'a dit, écoute, je suis libre, je fais ce que je veux, je loge des gens. J'ai dit, écoute, c'est super, il faut absolument que je fasse ça. Donc, mon ami Maxence, je te remercie. Voilà. Et puis, écoute, Jérém, je pense que tous les gens peuvent te remercier parce que tu as donné un peu du mindset américain. Tu leur as donné un peu l'état d'esprit de la performance aux États-Unis. Moi, je suis content d'avoir passé ce moment avec toi parce qu'on en passe de façon à pouvoir parler d'IMO. On reparle d'IMO tous les deux très rapidement. Et voilà, si tu veux conclure par un petit mot pour les personnes qui nous regardent, c'est quoi? Non, de toute façon, on le sait tous. Hein, la seule chose sur notre métier à nous, c'est de continuer parce que ça payera sur la durée. Hein. Ce n'est pas un métier où on s'y met pour être riche en 6 mois. Tu vois, moi, ça fait 14 ans que je fais ça et j'ai des bonnes années depuis à peu près 4 ans. Je m'en sortais bien avant, mais depuis que j'ai des années vraiment un peu plus record, c'est plus sur les 4 dernières années. Donc, tu vois, ça a pris 10 ans de travail pour réussir à faire quelque chose. Donc, rester motivé et puis continuer à pousser tous les jours, quoi. C'est ça qui va avancer. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut parler ou quoi que ce soit, trouvez-moi sur les réseaux sociaux et puis je pourrai continuer toujours à vous parler. Et puis, en même temps, vous aurez quelques belles vidéos à regarder sur les quelques biens qu'on a et qui vont venir bientôt sur le marché. On va les partager. Ouais. Et puis, pour traduire ça, en fait, c'est keep fighting, quoi. Combattez. C'est ça, hein, de toute façon, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier où tu es un peu souvent tout seul. Travailler en équipe, c'est très important pour avoir un petit peu le soutien des gens qui te comprennent pour ce que tu fais pendant ta journée. Parce que pour beaucoup de gens, malheureusement, moi, je le sens aussi ici, c'est que tu es agent immobilier, tout ce que tu fais, c'est tu fais visiter des maisons toute la journée. C'est vachement facile, hein, tu gagnes l'argent facilement. Et, attends, on a Pazan en France qui nous aide beaucoup là-dessus, tu sais, qui a vraiment dédiabolisé notre métier. Non, je plaisante, bien sûr, hein, c'est un peu la caricature. Vous avez qui aux États-Unis? Vous avez nous, tu regardes, si tu as Netflix, tu regardes Selling Sunset et que toutes ces conneries-là qui sont des trucs où il suffit d'être un modèle américain pour pouvoir vendre des maisons à 3 millions de dollars. Sachez que toutes ces choses-là, c'est du bidon. Ils vendent jamais rien, c'est des guignols, c'est que des choses comme ça. Le seul qui fait quelque chose, c'est ceux qui sont sur millions de dollars listing. Donc Josh Altman et tous ces gars-là. C'est eux vraiment qui font des gros chiffres. Moi, je connais Josh, on a fait 1 ou 2 ventes ensemble il y a 2 ans. Et ça, par contre, c'est des gros bosseurs. Donc, si vous voulez regarder un show immobilier, millions de dollars listing, tu as toujours le show à l'américaine, mais par contre, c'est des vrais performeurs, ils vendent, ils font un peu pour le show, quoi, mais c'est toujours plus intéressant. Ouais. Tu as Ryan Serrant aussi? Nous, en tout cas en France, on le connaît.
Ouais, c'est pareil, ça c'est du gros performeur et c'est pareil, il fait ça à l'américaine. Donc lui, il fait des gros chiffres. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est un vrai. C'est un vrai, ouais. Ok. Merci Jérémy, merci d'avoir été avec nous. Ça fait 1h20 de live. On s'est dit beaucoup de choses. Vous pourrez regarder ça autant que vous voulez. On laissera cette vidéo. Partagez-la autour de vous dans votre réseau. Alors nous, on se retrouve d'ici à peu près une semaine, 10 jours pour le débat de la performance. Donc si vous avez bien suivi la première vidéo avec Benoît, c'était l'atome de la performance. Là, on est donc dans l'atelier de la performance où on rencontre un deuxième invité qui nous apporte vraiment son mindset et puis sa vision du marché. Et le troisième rendez-vous, c'est donc le débat de la performance où je vais inviter des modèles contradictoires de façon à ce qu'on puisse débattre véritablement. Je pense qu'après les élections présidentielles, j'avais peur que les débats vous manquent. Donc, on va se relancer en débat. On va puncher un peu de façon à ce que ça soit un peu sympa à regarder. Jérémy, merci. Je te dis à très bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Prends soin de toi et merci. Un grand merci d'être levé si tôt. Et puis, on parle business tous les deux au plus vite. Ouais. Merci, mon Jérémy. À la prochaine. Salut l'équipe. Ciao. Merci.